Tout le monde a entendu parler de l'avion de l'Apocalypse, ou pour utiliser son vrai nom, le Boeing E-4, mais très peu de gens semblent savoir ce que ce nom signifie réellement. Parce que ce nom évoque toutes sortes d'images mentales intéressantes, n'est-ce pas ? Une forteresse volante absurde, une salle de panique de la guerre froide ailée, un immense bunker conçu pour que les dirigeants américains survolent les explosions atomiques tandis que la civilisation meurt en dessous. Et même si ces images ne sont pas tout à fait fausses, elles ne sont pas tout à fait exactes non plus, si l'on veut être pointilleux à ce sujet, ce que nous voulons absolument être. Le E4 n'a pas seulement été conçu pour protéger des personnalités, mais aussi pour préserver quelque chose de plus abstrait. La chaîne de commandement est donc la nation entière. Que cette réalité soit une sorte de pentagone volant rend le E4 bien plus intéressant que tout récit simplifié ne pourrait le montrer. Pourquoi l'Amérique avait-elle besoin d'un pentagone volant ? Eh bien, en gros, tout cela vise à résoudre un problème simple. Les postes de commandement normaux ne bougent pas, ce qui, dans l'ensemble, est, disons, loin d'être idéal. Voyez les choses ainsi, ces DEFCON 1 les ICBM sont confirmés comme étant en route, et quelque part un cow-boy fait du rodéo sur une ogive nucléaire. Ne penses-tu pas que ce jour-là, Kim Jong-un, Vladimir Poutine ou peu importe qui ce sera, va envoyer une ogive directement dans la boîte aux lettres du Pentagone ? Je veux dire, bien sûr qu'il le fera, tout comme il viserait la boîte aux lettres du commandement stratégique des États-Unis, de la base aérienne d'Offutt, du commandement nord des États-Unis, de la base de la force spatiale de Peterson, et ainsi de suite. L'utilité d'un pentagone volant apparaît clairement. Le commandant en chef et le commandement pourraient se trouver n'importe où, même à des milliers de mètres d'altitude. Bonne chance pour les éliminer. L'idée d'éliminer le commandement lors d'une frappe initiale était un enjeu majeur pendant la guerre froide. Dans le langage doctrinal, on appelait cela la décapitation. Décapitez l'ennemi, selon cette logique, et vous n'obtenez pas seulement la satisfaction d'éliminer le commandement adverse. Vous risquez aussi de plonger toute leur capacité de riposte dans le chaos. Les commandants de sous-marins pourraient ignorer où ou s'ils doivent tirer. Les silos de missiles balistiques intercontinentaux pourraient ne pas savoir s'ils doivent prendre part à la riposte initiale. Les décisions autrefois prises par les hauts gradés, traitant la vie humaine comme des statistiques, sont maintenant confiées aux commandants d'unité, plus enclins à refuser de tirer. Même si certains tirent, il n'y aura pas de riposte coordonnée. Les cibles seront choisies au hasard ou selon des plans préétablis, non adaptés aux circonstances. Voici ce qu'il faut faire si tout tourne complètement au désastre. En d'autres termes, tuer le cerveau, et soit le corps meurt avec lui, soit il frappe à l'aveugle. Pas besoin de rester abstrait non plus. Grâce au fait que les États-Unis ont activement simulé des scénarios de décapitation, nous pouvons vous dire exactement à quel point ils pourraient être dévastateurs, le meilleur exemple étant Ivy League 82. Mené en 1982 comme le nom l'indique, tout l'objectif de l'exercice était « le président étant mort, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Le commandement et le contrôle, c'est-à-dire littéralement la gestion et la direction des forces militaires, la continuité du gouvernement et la prise de décision dans les phases avant l'attaque et pendant l'attaque d'une guerre nucléaire, étaient un an précisément ce qu'ils examinaient. Et qu'ont-ils découvert ? Eh bien, après que les soviétiques et leur pacte de Varsovie ont lancé une attaque conventionnelle en Europe, qui a ensuite dégénéré en un échange nucléaire stratégique total au 4e jour, tuant le président Rogers, le remplaçant du président Reagan. En résumé, cela montrait à quel point tout pouvait devenir horrible une fois la tête coupée. Le système américain n'a pas totalement cessé de fonctionner, mais il est devenu gravement paralysé, les survivants au sommet devant prendre des décisions pouvant anéantir la civilisation dans des conditions épouvantables. Trop d'informations arrivaient de partout, sans assez de temps, de contexte ou de hauts responsables survivants pour bien les traiter. Bien qu'une frappe de représailles ait été ordonnée par le vice-président Stanton, elle l'a été dans une grande incertitude. Le système s'est donc replié sur des options préétablies et des hypothèses de temps de paix, plutôt que sur une image parfaitement à jour et omnisciente de la situation telle qu'elle était réellement. Donc oui, c'est pour cela que les États-Unis avaient un besoin, et ont d'ailleurs toujours besoin, d'un pentagone volant pour garder le président en vie, quand les armes nucléaires commencent à pleuvoir. Pour garder intacts les maillons les plus vitaux de la chaîne de commandement et ainsi empêcher la machine militaire la plus puissante de la planète d'agir à l'aveugle, quand la Maison-Blanche reçoit le message d'indépendance date. Avant le E4. Le E4 n'étant entré en service qu'en 1974, que faisaient les États-Unis auparavant, eh bien, dans les années 1940 rien, parce que les soviétiques n'ont même pas testé leur première arme nucléaire, la RDS-1 avant août 1949, et en fait, construire un arsenal nucléaire prendrait encore plus de temps. Dans les années 1950, en fait, pas grand-chose. Quelques épisodes ont toutefois préparé le terrain pour la suite.
Par exemple, la peur du Bomber Gap de 1955 à 1956 où des renseignements erronés ont fait croire aux États-Unis que Moscou possédait beaucoup plus de ces nouveaux gros bombardiers stratégiques impressionnants, en particulier des appareils comme le M4 et le DU-95 qu'il n'en avait réellement. Et puis il y a eu le moment. L'introduction du RCEPT en service en 1959, le premier missile balistique intercontinental ICBM au monde. Certes, il manquait de précision et n'a jamais été largement disponible, mais le fait demeurait. L'Union soviétique pouvait désormais frapper le territoire continental des États-Unis à tout moment. Et à partir de là, bien sûr, le Pentagone a commencé à chercher des solutions. Une partie de cela reposait au sol, comme Robert McNamara, secrétaire à la Défense, qui a mis en place le système national de commandement militaire en octobre 1962. Une architecture nationale de commandement et de contrôle reliant le Centre national de commandement militaire du Pentagone, des sites alternatifs, des postes aéroportés d'urgence et toutes leurs lignes de communication. Mais ils ont aussi commencé à placer des choses dans le ciel, avec l'effort le plus notable étant l'opération Looking Glass. Cela a créé une réplique aéroportée du quartier général souterrain du commandement aérien stratégique, permettant à une structure de commandement de secours aéroporté de prendre le relais si la structure normale était détruite. Et comme les Américains ne plaisantaient pas vraiment à cette époque, Miroir a toujours gardé au moins un avion en vol pendant 29 ans, de 1960 et un à 1990. Ce n'était là pas que des avions de ligne remplis de généraux qui tournaient en boucle, c'était du matériel sérieux. Au départ, c'était pour des KC-135 stratotankers modifiés, dotés de radios, d'antennes et d'équipements de commandement supplémentaires. Et puis à partir de 1965, ce furent les EC-135, une version dérivée du KC-135, spécialement développée pour ce rôle, embarquant des variantes mieux intégrées de ce même équipement. Une fois le système de contrôle de lancement aéroporté installé sur certains appareils, il pouvait transmettre des ordres de lancement aux missiles Minuteman, par radio si les centres souterrains de contrôle de lancement étaient détruits. Et d'ailleurs, en parlant de modification, puisque vous êtes probablement aussi des passionnés d'aviation, si vous êtes encore là dans la vidéo, je veux dire, il n'y a que 7 minutes, mais quand même, vous l'êtes sûrement. Voici les principales variantes du EC-135 qui pourraient vous intéresser. Le EC-135C fut le premier véritable modèle reflétant le quartier général souterrain du Strategic Air Command et a servi de colonne vertébrale à la flotte durant l'opération Looking Glass. Le EC-135N était une variante vraiment affreuse. Voilà, qui a entassé toutes sortes de radars sophistiqués dans son nez tuméfié. Bonne description, Georges, auteur de l'épisode d'aujourd'hui, pour suivre les fusées Apollo puis les missiles lors des essais. Sans critique, bien sûr. On vous met au défi de citer une seule cellule d'avion équipée d'un radar proéminent qui ne vous donne pas la nausée quand vous voyez à quel point elle est laide. Le C-135A, le nom correct de ces premiers KC-135 improvisés dont nous venons de parler. Et enfin, pour boucler la boucle et revenir au sujet, le C-135J qui était le précurseur de l'E4. C'était la version affectée au poste de commandement aéroporté national d'urgence en 1969, l'aspect aérien du système national de commandement militaire, mentionné à l'instant. En pratique, cela signifiait qu'un avion en alerte avec son équipage et le personnel de soutien était prêt à décoller à tout moment, tandis qu'un poste de commandement volant permettait au président, aux secrétaires à la défense et à leur état-major de continuer à donner des ordres en vol. Il était également, et c'est crucial, non pas là pour remplacer Looking Glass et sa mission spécifique de commandement aérien stratégique, mais pour être à ses côtés, transportant les dirigeants civils et militaires. C'est ce groupe qui avait en réalité l'autorité légale de décider si la nation ripostait, comment elle ripostait, et ce qui se passait ensuite. Et en effet, en 1974, le 4 est entré en service et a pris ce rôle précis, qu'il continue d'assurer jusqu'à aujourd'hui. Parlons-en donc plus en détail maintenant. Pourquoi des avions gros porteurs ? Très bien, abordons leur passage à une cellule d'avion bien plus grande. Car, si vous ne l'aviez pas remarqué, la différence est vraiment radicale. Le EC-135J mesure 41,5 mètres de long et a une envergure de près de 40 mètres contre 70,5 mètres de long et une envergure de près de 60 mètres pour le E4 respectivement. À chaque fois que j'entends E4 désolé, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il y avait une chaîne de télévision quand j'étais enfant, qui diffusait des émissions de télé-réalité comme Big Brother et tout ça, qui s'appelait E4. C'est quelque chose de complètement différent. Il y a aussi une explication simple à cette croissance car le EC-135 était un dérivé d'une cellule beaucoup plus petite, le prototype Boeing 36780, pas le 707 comme certains aiment le dire.
Et le 4, eh bien, il est évidemment basé sur le 747, donc oui, évidemment, il est plus grand. C'est pour cet avion que le terme Jumbo Jet a été créé tellement il est imposant. Mais cela n'explique pas pourquoi ils ont choisi de faire plus grand, seulement comment ils l'ont fait. Heureusement, la raison est simple. La mission était devenue plus importante, alors la cellule de l'avion a simplement grandi pour s'y adapter. À l'époque des premiers Looking Glass et du poste de commandement aéroporté d'urgence nationale, la mission visait à éloigner le QG des attaques nucléaires, à garder ses occupants joignables et à préserver la chaîne de commandement. C'était toujours une sacrée mission, bien sûr, mais une mission qui pouvait parfaitement être accomplie à l'arrière d'un avion monocouloir, dont la conception avait été retravaillée 25 000 fois. Cependant, dans les années 70, la mission s'était élargie pour inclure essentiellement la coordination et la gestion de toute la guerre depuis la cabine, et cela nécessitait beaucoup plus d'espace. On évoque l'espace pour l'autorité nationale de commandement, l'état-major, les opérateurs de communication, les salles de briefing, zones de travail et de repos, ainsi que le stockage du matériel. Tout ce qui pouvait être fait et qui était nécessaire dans un bunker souterrain de fin du monde, tout était entassé à l'arrière d'un avion. Et tout cela devait aussi être bien fait. Avoir cet avion de l'apocalypse ne servait à rien si les réponses tardaient et que le commandement était impuissant car le personnel courait partout. Il reste aussi la question de l'alimentation électrique. À cause de tout l'équipement de commandement et de contrôle, la radio, les systèmes de communication vocale sécurisés, les communications par satellite, les terminaux, les écrans, les processeurs, eh bien tout cela nécessitait beaucoup d'électricité, ce qui, à son tour, signifie plus de générateurs, plus de refroidissement, plus de câblage, plus de redondance et, encore une fois, plus d'espace. En gros, ils ont donc choisi le 747 comme cellule de base, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ou bien est-ce vraiment le cas, parce que petit arrêt sur image, le 747 n'était pas le seul gros porteur américain en ville au début des années 1970. C'est vrai qu'elle a été la première puisqu'elle est entrée en service en janvier 1970. Mais il y avait aussi le McDonnell Douglas DC-10 qui a fait ses débuts en 1971 et l'objet le plus beau jamais créé par la main de l'homme, le Lockheed L-1000 11 Tristar de 1972. Alors oui, pourquoi pas l'un de ceux-là ? Parce qu'en gros, l'armée de l'air avait déjà décidé que les EC-135 n'étaient tout simplement pas suffisants, même s'ils étaient aussi grands qu'ils l'étaient. Le but était de construire quelque chose d'énorme, aussi énorme qu'il était raisonnablement possible de construire. Le rapport annuel 1974 du département de la Défense du Pentagone disait cela explicitement, entre autres. Je cite, « Le besoin le plus critique, comme cela a souvent été noté par le passé, a été un poste de commandement aéroporté avec une plus grande capacité, une survivabilité accrue et une endurance supérieure. Les avions EC-135 actuellement utilisés à cette fin sont inadéquats parce qu'ils ne disposent d'aucune capacité de traitement automatique des données, manquent de communication appropriée, ne sont pas protégés contre l'ensemble des effets nucléaires, offrent un espace insuffisant pour le personnel et n'ont aucune capacité d'évolution supplémentaire. » Fin de citation. Donc oui, on ne risquait vraiment pas d'en avoir trop. Et donc, le gagnant était le plus grand. Le 747, tout simplement. Point final. Et en fait, grâce à un rapport du General Accounting Office américain de 1973, nous avons un aperçu de tout ce que le passage à une plateforme dérivée du 747 pouvait offrir. L'espace au sol devait passer à 3500 pieds carrés contre seulement 880 pieds carrés dans un EC-135. L'autonomie en vol devait atteindre plus de 16 heures contre seulement 12 heures. Et la charge utile devait plus que doubler pour atteindre 85 000 livres contre 40 000 livres pour l'EC-135 à l'intérieur de l'avion de l'Apocalypse. Maintenant, au-delà des idées vagues de tonnes d'équipements, de commandement et de contrôle, eh bien que se passe-t-il réellement à l'intérieur du E4 ? Comment est-il conçu ? Qu'est-ce qu'il possède ? Comment ça fonctionne ? Sans surprise, on pensait dès le départ que notre discussion ici se résumerait à « c'est classé secret » ou quelque chose du genre. Il existe en fait beaucoup d'informations. Ce n'est pas que les informations sont faciles à trouver, attention, parce qu'elle a tendance à être enfouie dans de très longs documents, dans des ordres techniques comme celui-ci, et des manuels de formation pour équipage aérien comme celui-ci. Et alors, quelles choses intéressantes nous raconte-t-il ? Pour commencer, comme l'ordre technique, qu'on vient juste d'afficher à l'écran, l'appelle une configuration de cabine de l'E4B. Et cela montre qu'une grande partie de l'appareil est aménagée moins comme une grande salle de commandement, une sorte de salle de guerre volante à la Dr Folamour en gros, et davantage comme un bureau optimisé pour un travail prolongé et compartimenté. C'est écrit noir sur blanc, en fait, je cite, « poste de pilotage et zone de repos du pont supérieur », zone MCA-NCA signifiant « autorité nationale de commandement », zone d'entrée avant, salle de conférence, salle de briefing, zone de l'état-major de combat.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bureau, un centre de gestion de crise compartimenté avec des ailes. Mais ensuite, l'ordre technique change de ton et rappelle que ce n'est pas juste un bureau. C'est une machine de guerre qui décrit une zone de contrôle des communications, une zone de contrôle technique et de repos, une zone d'avionique de vol, une zone d'équipement avant inférieur, une zone d'équipement arrière inférieur, et enfin une zone inférieure d'antennes filaires traînantes. L'avionique désigne simplement les systèmes électroniques, boîtiers et câblages permettant à un avion de fonctionner, naviguer et communiquer avec l'extérieur. Une part importante de tout cela, sans grande surprise, est également consacrée à maintenir les occupants en vie, et ce, de façon auxquelles vous ne vous attendriez peut-être pas. Par exemple, si le monde a sombré dans le chaos nucléaire, vous n'avez vraiment pas envie d'aspirer de l'air contaminé de l'extérieur, n'est-ce pas? Ils ont installé 4 convertisseurs d'oxygène de 75 litres qui stockent l'oxygène liquide, plus dense, permettant d'en transporter plus dans un même espace, puis le transforment en gaz respirable à la demande. Et nous avons fait quelques calculs pour estimer combien de temps cela durerait, puisque aucune de nos sources n'a décidé de nous le dire. Et nous pensons que 300 litres d'oxygène liquide se transformeraient en 258 000 litres d'oxygène pur, soit environ 1,23 million de litres d'air de cabine, si le mélange habituel de 21% d'oxygène était maintenu. Donc c'est à peu près suffisant pour permettre à 100 personnes de respirer pendant environ 7 jours, ou à 10 personnes de respirer pendant 72 jours. Prenez cela avec des pincettes, car ce sont des calculs très approximatifs et improvisés ici, mais cela illustre quand même bien le propos. Le E4 est conçu pour être hermétiquement fermé lorsqu'il fonctionne dans les conditions épouvantables pour lesquelles il a été conçu. En fait, ils ont même réfléchi à la façon dont tout le monde à bord est censé descendre rapidement une fois sa mission terminée et qu'il atterrit dans un environnement saturé de radiation. L'ordre technique comprend un schéma complet des itinéraires d'évacuation de l'appareil qui présente en noir et blanc chaque compartiment principal, porte, radeau de sauvetage et chemin d'urgence. Nous voulions évoquer ces spécifications techniques, mais après plusieurs versions du script, nous avons constaté qu'il serait impossible de le faire sans créer une soupe d'acronymes et de longues explications qui nuisent au rythme. Comme lecteur de tout cela, Georges a beaucoup apprécié. Alors restons simples à la place. Le E4 est un 747 normal, un 747-200 plus précisément, avec tout ce que vous pouvez imaginer que cela implique en tant que conception de base, qui a ensuite été bourré d'un tas d'équipements de communication, de commandement et de contrôle parmi les meilleurs au monde, avec quelques ajustements mineurs pour tout faire tenir correctement. En parlant d'aérien, c'est probablement le bon moment pour glisser un fait supplémentaire, mais aussi très important, à savoir que l'une de nos citations dans ce chapitre faisait allusion, au fait qu'il existe 2 types différents de 4. Le 4A était, sans surprise, le premier modèle. Qui l'aurait cru? La version de production initiale, construite entre 1973 et 1974, dont 3 exemplaires ont été fabriqués et qui a établi le concept de base du poste de commandement volant. Et l'autre, comme certains d'entre vous le savent déjà avec impatience, était, tenez-vous bien, le 4B qui est arrivé juste après. Entré en service pour la première fois en 1980, il n'y en a qu'un seul qui soit strictement neuf, ayant également été construit en 1980, tandis que les autres, qui composent de la flotte complète de 4 appareils que nous avons aujourd'hui, sont d'anciens modèles A adaptés à la nouvelle norme. Les travaux sur la dernière de ces conversions ont été achevés en 1985. Si vous créez du contenu ou si vous avez déjà essayé de monter une vidéo, alors vous savez déjà combien de séquences et de matériel il faut pour réaliser quelque chose de bien. L'outil que j'utilise et qui m'aide à mieux raconter des histoires est le sponsor de cette vidéo, Storyblocks. Grâce à une bibliothèque de plus de 7 millions de ressources de haute qualité créées par des humains, Storyblocks me permet de trouver facilement ce qu'il me faut et de garder l'ensemble du processus simple et rapide. Des séquences vidéo à la musique en passant par les effets sonores et même les modèles After Effects, vous pouvez littéralement réaliser une vidéo entière uniquement avec le contenu que vous trouvez sur Storyblocks. Donc, au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, je peux rester concentré sur l'histoire et terminer la vidéo beaucoup plus rapidement. Ils proposent également des outils d'IA pour simplifier la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, génère une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à créer du contenu soigné plus rapidement, tout en gardant un contrôle total sur votre processus créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, là où la plupart des créateurs font déjà leur montage et leurs effets visuels. Cela vous fait gagner des heures. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une option incroyablement économique.
Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel pendant une durée limitée. Alors profitez-en dès maintenant. Et maintenant, revenons à la vidéo. Conçue pour résister à l'impensable pour la technologie. Nous devons rester sur l'idée de la survivabilité encore un chapitre, car en réalité, il y a un détail clé ici qui mérite d'être analysé à part. Comment diable il survit à une impulsion électromagnétique, ou IEM en abrégé, quand les bombes commencent à tomber? Si vous vous demandez ce que c'est, il s'agit simplement d'une brève impulsion d'énergie électromagnétique. Les bombes nucléaires produisent ce type d'impulsion car les rayons gamma libérés lors de la détonation frappent les molécules d'air et arrachent des électrons comptons à haute énergie. Ils sont alors déviés par le champ magnétique terrestre, générant un champ électrique et magnétique qui se propage rapidement vers l'extérieur. Et les appareils électroniques n'aiment vraiment pas ce champ, parce que n'importe quel fil, câble, circuit, piste, antenne, ou même une longue section conductrice dans la cellule d'un avion peut agir comme une sorte de récepteur improvisé, captant une partie de l'impulsion et la convertissant en pic soudain de tension et de courant. Cela peut griller les alimentations, brouiller les états logiques, corrompre la mémoire ou faire entrer les systèmes dans ce qu'on appelle un latch-up, où les composants se mettent en court-circuit et s'autodétruisent. Les impulsions électromagnétiques nucléaires peuvent aussi couvrir une zone vraiment immense si l'explosion a lieu assez haut. Plus une bombe nucléaire explose en altitude, plus ces rayons gamma interagissent avec une grande portion d'atmosphère, élargissant ainsi la zone où le champ magnétique terrestre transforme ces électrons en une impulsion propagée. Nous disposons de chiffres pour illustrer cela. La détonation d'à côté de l'opération Red Wing, une véritable explosion de 1,1 mégatonnes déclenchée par les Américains en juin 1956 sur l'atoll de Bikini, a eu lieu à seulement 3 mètres du sol. Son impulsion électromagnétique était la plus puissante entre 3,2 et 8 km du point zéro, et elle restait une menace pour l'électronique jusqu'à 12,8 km/h. Et franchement, même si ça paraît loin, ce n'est rien du tout. Parce que la détonation Starfish Prime de l'opération Fishbowl en juillet 1962, encore un essai américain, a vu une ogive de 1,4 mégatonnes exploser à une altitude de 400 km, et cela a coupé l'éclairage public et déclenché les alarmes anti-intrusion à Hawaï, qui se trouvaient à 1500 km de là. Oui, les concepteurs du E4 ont eu raison de prendre très au sérieux l'atténuation des impulsions électromagnétiques. Car même si beaucoup exagèrent l'effet réel à l'altitude de détonation de combat, habituellement de quelques centaines de mètres au plus. Ces scènes clichés dans les jeux vidéo et les films où une bombe nucléaire explose et des avions tombent du ciel, oui, c'est tout à fait quelque chose qui arriverait dans le monde réel. Et cela sans même parler des détonations intentionnelles à plus haute altitude, spécifiquement pour leur effet EMP, ce qui est aussi tout à fait une réalité dans la doctrine du monde réel. Nous savons depuis longtemps comment protéger les équipements contre les EMP, bien avant l'utilisation des bombes nucléaires. Les principes de base sont connus depuis longtemps. Dans les années 1830, lorsqu'un certain Michael Faraday, dont vous avez peut-être entendu parler, l'a démontré. Une enceinte conductrice pouvait maintenir les effets électriques à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Pour le durcissement contre les IEM nucléaires, on a compris cela dès les années 1960 en appliquant ces principes anciens et en protégeant les systèmes critiques à l'intérieur. Blindage métallique, puis filtrage et étanchéification de chaque câble, antenne, porte, fenêtre et connexion électrique qui pourraient en laisser passer les impulsions, et ainsi de suite. Quant à ce que tout cela signifie pour le 4, beaucoup de détails restent classifiés, mais il y a quelques informations déclassifiées ici et là. Comme ce rapport de novembre 1980 qui recommandait que le 4B fasse l'objet d'essais de validation. Des tests sur le simulateur IEM Giant Trestle de l'Air Force recommandaient d'ajouter un générateur d'impulsion spécial au simulateur pour tester l'antenne filaire traînante. Cela nous en dit très peu sur les technologies et méthodes employées. Mais cela nous indique qu'il ne s'inquiétait pas seulement de savoir si l'avion, de manière générale, était protégé contre les IEM ou non. Ils s'inquiétèrent de petites parties de sa conception et de savoir si celle-ci pouvait servir de voie négligée permettant à une impulsion de pénétrer. Et c'est à peu près tout ce que nous savons. Sérieusement, au-delà des principes généraux de protection contre les IEM et des rares petits extraits comme celui que nous venons de voir, c'est tout. En fait, regardez simplement ces pages d'un rapport de 1980. Ils ne sont vraiment pas très bavards avec. Passons maintenant à une autre question. Comment il est réellement utilisé ? Parce que oui, nous savons qu'il sert de centre national des opérations aéroportées, un pentagone volant, en gros, qui a été construit spécifiquement en pensant à la guerre nucléaire. Mais nous n'avons pas encore eu de guerre nucléaire, n'est-ce pas ? Et touchons du bois, pourvu que ça reste ainsi pour toujours. Ce n'est pas si probable.
Et avec la fin de Looking Glass en 1990, il ne garde même plus un appareil en vol en permanence, juste au cas où. Non. Plus de guerre froide, plus besoin de telles extravagances. Telle est la logique. Alors, les E4 sont-ils restés à traîner dans un hangar poussiéreux quelque part, à se tourner les pouces en attendant que le jugement dernier arrive? Eh bien oui, pour être honnête, en partie c'est le cas. Mais la portée de la mission s'est aussi considérablement élargie au fil des années. Aujourd'hui, c'est plutôt un nœud de communication mobile et polyvalent pour des affaires vraiment importantes, y compris, mais pas uniquement, les échanges nucléaires. C'est un moyen de maintenir l'État américain en fonctionnement si les moyens normaux de communication et de commandement venaient à tomber en panne pour une raison quelconque. Et rien n'illustre mieux cela que le rôle du E4, le jour qui a bouleversé le monde, le 11 septembre. Ce jour-là a commencé banalement pour le Equator, déjà au sol à la base d'Andrews, pour récupérer Brent Scowcroft, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, dans le cadre du compte-rendu de Global Guardian, un exercice majeur de commandement et contrôle nucléaire. Mais à 8h46, le vol 11 s'est écrasé contre la tour nord du World Trade Center. D'abord, cet équipage a été déconcerté en entendant à la radio qu'un avion avait frappé une des tours. Était-ce une phase étrange de l'exercice Global Guardian ou quelque chose se passait-il vraiment ? Pendant quelques instants, ils n'étaient vraiment pas sûrs. Cependant, l'ambiguïté n'a pas duré longtemps et ils ont immédiatement décollé. Après une longue attente au sol, ils ont obtenu un départ immédiat et ont grimpé dans un espace aérien qui se vidait du trafic civil alors que l'Amérique fermait son espace aérien. Cet avion s'est finalement dirigé vers la base aérienne d'Offutt, y atterrissant peu de temps avant Air Force One. Et une fois que Bush était venu et reparti, il n'a pas été mis hors service ni rangé. Non. Il a été ravitaillé, renvoyé dans les airs et a effectué une orbite de survie de 20 heures, prêt à atterrir pour récupérer les gros bonnets si la situation empirait. Et ce n'était même pas la seule histoire de E4 dans le ciel ce jour-là, parce que séparément, un autre E4 celui-ci volant sous un autre indicatif d'appel. Vénus 77 a décollé d'Andrews dans le cadre de la réponse de continuité, survolant Washington au cas où les attaques seraient le début d'une menace plus grande. Nous savons maintenant que ce n'était pas le cas, mais ce jour-là, l'inquiétude était réelle. D'autres avions allaient-ils arriver par vagues successives? Autre chose allait-il suivre? Ils l'ignoraient. Le E4 était donc prêt à agir, mais a été relevé une fois la situation calmée et sans nouvelle attaque. Vous comprenez sûrement notre point de vue. Ce n'était pas un incident nucléaire. Et pourtant, l'U4 était bien là, un centre volant assurant la continuité de l'État lancé dans le ciel, non pas parce que la fin du monde était arrivée, mais parce que, pour l'Amérique, on avait vraiment l'impression que c'était le cas. Ce n'est pas seulement le terrorisme qui les fait décoller. Ils interviennent aussi lors de catastrophes naturelles pour soutenir la FEMA, offrant des capacités essentielles de communication, de commandement et de contrôle au secours. L'ouragan Marilyn de 1995 dans les îles Vierges américaines est l'exemple le mieux documenté de ce rôle, le service de recherche du Congrès ayant noté que la FEMA a fait appel à lui juste après la tempête pour transporter l'équipe nationale de gestion des interventions d'urgence à Saint-Thomas le 16 septembre. Incidemment, c'est aussi la première fois qu'un U4 est employé pour une aide en cas de catastrophe, d'après la FEMA. Par ailleurs, le U4 sert désormais à des usages plus routiniers, comme bureau volant du secrétaire à la Défense. Plus précisément pour maintenir ce qu'on appelle la continuité des liaisons de commandement et de contrôle prévues par le titre X, qui, si vous vous posez la question, fait référence au titre X du Code des États-Unis. La partie centrale du droit fédéral encadre les forces armées, leur organisation, leurs fonctions et la chaîne de commandement. Il précise que le secrétaire détient l'autorité, la direction et le contrôle du département de la Défense. Ainsi, entre en jeu le E4, un moyen de s'assurer qu'ils peuvent exercer ces prérogatives depuis n'importe où sur Terre. Et nous voulons vraiment dire n'importe où. Ils ont emmené des secrétaires à la défense dans divers endroits, dont l'Irak. Sous Rumsfeld en 2005, Séville pour l'OTAN sous Gates en 2007. Bichkek au Kirghizistan sous Panetta en 2012. Israël, Jordanie, Arabie Saoudite, Égypte et les Émirats arabes unis sous Hagel en 2013. Bruxelles sous Matisse en 2017 et Sydney avec des escales ultérieures en Nouvelle-Zélande, en Mongolie, en Corée du Sud et au Japon sous Esper en 2019. Ce n'est pas le seul avion dans le ciel. D'accord, je dois m'excuser parce que je vous ai peut-être un peu induit en erreur. Vous savez, on a appelé le E4 l'avion de l'Apocalypse, ce qui laissait entendre que c'était le seul. Non, ce n'est pas le cas, et pas parce qu'il y avait des prédécesseurs, blablabla. Non, je veux dire qu'il a un équivalent contemporain, ici, maintenant. Plus précisément, c'est l'Il-80 russe.
Et tout ce qu'on dit, c'est pour ceux d'entre vous qui se sont offusqués de nos affirmations selon lesquelles chaque avion gonflé et raréfié était hideux. Je veux dire, regardez juste dans quel état il est. Basé sur un avion de ligne Il-86, il a volé comme prototype sous le marteau et la faucille, mais vu le chaos total de la transition, il n'est réellement entré en service qu'en 1992 avec 4 appareils convertis, tous issus de l'industrie ex-Aeroflot. Techniquement, le Il-80 suit exactement la même logique sinistre que le E4 Survivre, rester connecté, continuer à hurler des ordres dans le vide après que tout soit parti en vrille au sol. On ignore ce qu'il y a sous le capot, mais les Russes restent clairs sur les grandes lignes, avec soi-disant un complexe de communication et de contrôle embarqué et des rapports dans TAS, nommant MPP Palier comme principal développeur de l'ensemble du système. Et si vous vous demandez qui ils sont, parce qu'on n'en avait aucune idée non plus, MPP Paulette est l'un des principaux spécialistes russes de l'équipement de communication militaire aéroporté, étant le vestige d'une ancienne entreprise d'État soviétique fondée en 1964. De plus, Rostec, un géant public de l'industrie militaire et de la fabrication avancée, est également censé moderniser la flotte. Avec des commentaires de 2020 indiquant que les avions recevaient de nouveaux systèmes de communication destinés à améliorer la fiabilité du contrôle, aussi bien sur les forces nucléaires que conventionnelles. Et il est clair que ce travail est en cours, sinon déjà terminé. Parce que si vous regardez les photos plus récentes, les rares qui existent, vous pouvez voir un tout nouveau système de câbles remorqué à l'arrière. Selon RIA Novosti, cela aurait un lien avec les sous-marins. Cependant, tout cela pourrait n'être qu'une mesure temporaire, puisqu'un remplacement serait déjà en préparation. Ce que nous savons avec certitude, confirmé par les médias russes, c'est qu'il sera basé sur le Il-96, et cela se tient, si rien d'autre car c'est une cellule plus récente, avec une plus grande autonomie, et qui est en fait encore en production. Pratique étant donné que l'IL-86 n'est plus produit depuis 1991, donc Dieu seul sait dans quel état se trouve son outillage principal, s'ils existent encore. Autant que nous puissions en juger, c'est tout. Le IL-80 est le seul véritable équivalent du E4 l'avion de l'Apocalypse, actuellement dans les airs. Et c'est étrange parce que si vous écoutez ce que dit la Chine, vous pourriez croire qu'elle en a un aussi. Par exemple, cet article sur le défilé du 70e anniversaire de la République populaire en 2019 fait référence au KSG 500H comme à un, je cite, avion de mission spéciale de détection et de commandement aéroporté. Fin de citation. Et le KJ-200H comme un avion qui peut, je cite encore, servir de poste de commandement aérien. Regardez-les simplement. Petits, à courte portée, avec turbopropulseur, ils ne ressemblent pas vraiment à l'avion de l'Apocalypse que nous connaissons tous, n'est-ce pas ? Et franchement, il est difficile de voir comment de telles cellules pourraient en fait jamais fonctionner de cette manière, même avec une refonte radicale. Grâce à la magie de pouvoir lire le chinois, cependant, nous avons pu aller au fond des choses. Et oui, c'est simplement une confusion linguistique. Même si cela peut signifier centre ou poste de commandement aéroporté selon certains traducteurs, ce n'est pas exactement le sens voulu dans leur contexte. L'armée de l'air de la libération populaire désigne souvent les avions d'alerte avancés aéroportés ainsi, ce qui paraît plus logique, non ? Donc oui, à moins qu'il n'y ait quelque chose d'évident que nous ayons manqué, et que nous nous retrouvions embarrassés au moment où vous regardez ceci. La Chine, malgré son secteur aérospatial de premier plan dans le monde et ses ambitions évidentes de devenir une superpuissance, ne possède pas d'avion de l'Apocalypse. En parlant des choses que nous avons manquées, prenons un instant pour parler du E6. Je suis sûr que certains d'entre vous crient déjà quelque chose comme « ce n'est pas vraiment un avion de l'Apocalypse ». Et à tous ceux qui pensent cela, en bref, non, ce n'est pas le cas. Du moins, pas tout à fait dans le même sens que le E4 et l'Il-80. Parce que oui, le I-6 fait absolument partie de l'architecture plus large de commandement et de contrôle nucléaire aéroporté des États-Unis. Entré en service en 1989 pour Takamo, prendre le commandement et partir. La mission visait à maintenir des liaisons survivables avec les sous-marins lanceurs de missiles balistiques APSI. Plus tard, sous la forme E6B, il a aussi assuré les missions Looking Glass et géré le système de contrôle de lancement aéroporté. Tout cela est-il lié aux avions de l'Apocalypse ? Oui, clairement. Cela correspond-il au rôle de l'E4 et du Il-80 ? Encore plus clairement, non. Ce n'est pas un vaste centre national de commandement aéroporté pour le président, le secrétaire à la défense, les chefs d'état-major interarmés et l'appareil d'État comme l'U4. Donc ça ne compte pas. Futur. D'accord, nous arrivons maintenant à la dernière question d'aujourd'hui. Quelle est la suite ? Malgré tout le mystère entourant la guerre froide et tous les efforts déployés pour le moderniser et le maintenir pertinent, la triste réalité est que les plus anciens E4, les 3 premiers, E4A, qui ont ensuite été convertis en E4B, ont maintenant plus de 50 ans,
Et il n'y a qu'un nombre limité de mesures de modernisation et de prolongation de la durée de vie que l'on peut effectuer avant que la réalité ne vous frappe en pleine face. Les systèmes clés intégrés impossibles à moderniser posent des problèmes, tout comme les cellules d'avion. Il n'y a qu'un nombre limité de cycles qu'elles peuvent supporter, c'est-à-dire le nombre de fois où elles sont pressurisées et dépressurisées avant que l'aluminium ne commence à fatiguer et qu'elles ne deviennent carrément dangereuses à faire voler. Et bizarrement, dans le pays qui dépense un tiers du budget mondial de la défense pour lui-même, la solution a été d'acheter de l'occasion. Sérieusement. Plus précisément, ce sont les cellules HL7 1630 à HL7 1636 qu'ils ont achetées, toutes des 747-8A, anciennement exploitées par Korean Air, achetées en mai 2024 dans le cadre d'une transaction d'environ 675 millions de dollars. Et maintenant qu'ils sont chez Sierra Nevada, du moins si l'on en croit leurs documents d'immatriculation, le département de la Défense va dépenser encore 13 milliards de dollars pour les convertir en E4C, une nouvelle variante dans le cadre d'un nouveau programme. Le programme Survivable Airborne Operations Center remplace l'ancien National Airborne Operations Center. Nous n'avons pratiquement aucune idée de la façon dont ils vont être construits ou des systèmes qui vont y être installés. Je veux dire, nous avons cherché, mais la réponse répétée par les autorités est clairement « ça ne vous regarde absolument pas ». Par exemple, la Sierra Nevada Corporation, chargée des améliorations, a déclaré, je cite, « et je suppose qu'on peut faire confiance à ces documents ». La sélection de la SNC par l'USAF marque l'un des plus grands contrats de modernisation d'avions attribués à une entreprise autre que le fabricant d'origine, OEM. Propose une nouvelle approche d'acquisition privilégiant les systèmes ouverts pour encourager innovation, rapidité et compétitivité des coûts. Si tu comprends ce jargon d'entreprise, tant mieux, mais pour moi c'était juste du bruit de fond. De même, nous savons aussi que Rolls-Royce et L3 Harris ont été intégrés en tant que partenaires. Mais seulement dans le sens large où le premier fournit des solutions d'énergie et de propulsion, et le second un soutien en matière de communication, y compris les dernières technologies de communication résilientes, les communications aériennes, terrestres et spatiales, ainsi que la technologie des systèmes ouverts. Donc oui, en résumé, on n'a aucune idée concernant le E4C, il va être énorme, il va être impressionnant. Il sera construit à partir d'anciens avions de ligne de Korean Air. Voilà tout ce que nous savons. Il faut aussi préciser qu'il s'agit de cellules d'avions d'occasion, comme vous l'avez constaté. Mais s'arrêter là serait un peu injuste, parce qu'il ne s'agissait pas pour le ministère de la Défense d'essayer de faire des économies ou de rogner sur les coûts. Non, ils ont dû acheter d'occasion parce que la production du 747 s'est arrêtée en 2023. Et en fait, les avions gros porteurs ne sont plus vraiment d'actualité, tout simplement. L'ancien modèle Hub and Spoke, qui assurait la viabilité économique des compagnies aériennes via de longues liaisons vers peu de destinations, alimentées par des vols courts pour acheminer les passagers, est désormais presque disparu. Ce modèle a été remplacé par de nouveaux gros porteurs plus petits et économiques, comme les 787 ou Airbus A350 capables de vol direct. En parlant d'Airbus, la production de l'A380 a aussi cessé en 2021. Donc oui, comme on l'a dit, le département de la Défense a dû acheter d'occasion s'il voulait que le E4C soit basé sur un avion de ligne. Sauf s'il voulait un EC-135-9, un appareil fondamentalement inadapté au rôle de poste de commandement aéroporté national d'urgence. Alors, où tout cela nous mène-t-il ? Eh bien, cela nous donne une image beaucoup plus claire de ce qu'est réellement le Quatre, du moins on l'espère. Parce que, comme nous l'avons vu, ce n'est pas un simple gadget, ni un projet de prestige mal conçu, ni une folie d'ingénierie trop ambitieuse de la guerre froide. C'est un véritable avion construit pour répondre à un besoin réel, et pour l'instant, c'est la machine ultime pour satisfaire une exigence doctrinale bien réelle. Peut-être même la plus importante de toutes, non seulement pour survivre au jour du jugement lui-même, mais aussi pour s'assurer que l'Amérique, même réduite à une ombre décimée et irradiée de ce qu'elle était, survive elle aussi. Merci d'avoir regardé.